Et notre invité ce matin dans la grande interview sur CNews et sur Europe 1, c'est Franz-Olivier Gisbert. Bonjour à vous. Bonjour, journaliste, auteur de ce livre « La France est-elle communiste ?» On va en parler dans un instant, il est absolument génial. D'abord, un mot de la défaite du nationaliste Viktor Orban, France en Hongrie, défait par le conservateur pro-européen Peter Magyar. C'est un camouflet pour Trump, pour Marine Le Pen qui s'était déplacée à Budapest. Pour Vladimir Poutine, il ne faut pas l'oublier aussi, parce que c'est doute. vraiment l'agent de Poutine en Europe. Mais est-ce que c'est vraiment une victoire pour Emmanuel Macron qui se félicite aujourd'hui de cette victoire et appelle à faire avancer une Europe plus souveraine, France? Non, c'est idiot. Pourquoi ? Parce que l'Europe, il faut que chacun existe. Et l'Europe, elle est très forte de ses différences. Et je pense que la politique a consisté toujours à désigner du doigt Viktor Orban n'était pas une bonne politique. D'ailleurs, la preuve, ça n'a pas marché, il a tenu longtemps. C'est normal, après 16 ans de pouvoir, qu'il soit sorti. On est en démocratie, quand même, ça devenait... Enfin, c'était genre président sa vie, là. Ça ne pouvait pas durer. Et puis bon, c'est un jeune qui arrive, un peu d'air frais, ça va faire du bien. Mais est-ce que ça envoie un signal à l'Europe ou pas du tout, pour vous ? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas à la fin des À mon avis, c'est populismes une histoire locale, et c'est une très bonne chose pour la Hongrie. Moi, je suis très heureux pour la Hongrie qu'il y ait quelqu'un de jeune et dynamique qui arrive, après un système qui était là quand même depuis très longtemps. Et... si vous voulez, la politique européenne qui consiste à vouloir que tout le monde pense pareil, c'est idiot. Je veux dire, il faut toujours revenir à l'idée, l'Europe, elle sera très forte quand elle acceptera d'être l'Europe des nations. On est des vieilles nations et ensemble, on fait l'Europe. Moi, je suis européen, mais je suis européen comme ça. Alors qu'on est l'Europe de Bruxelles actuellement, et ça ne peut pas marcher. Oui, l'idée que tout le monde doit parler à la limite la même langue, d'ailleurs, c'est vrai, ils parlent anglais, etc. Enfin, tout ça, il faut revenir à la conception un peu originelle de l'Europe. Franz-Olivier Gisbert, il y a aussi évidemment Donald Trump qui menace à nouveau l'Iran de destruction après l'échec des pourparlers au Pakistan. Je pourrais les détruire en une journée, en une heure. Le régime iranien, malheureusement, est toujours là. Il n'a jamais autant exécuté. 1639 personnes exécutées en 2025. C'est un record historique. Est-ce que la guerre n'a servi à rien ? Elle n'est pas finie déjà. Mais le problème de Trump, si vous voulez, c'est qu'il n'a pas lu Sun Tzu, l'art de la guerre, 6e siècle avant Jésus-Christ, un général chinois qui a créé des choses absolument géniales. D'ailleurs, Ronald Reagan, son prédécesseur, le 40e président des États-Unis, s'en était inspiré beaucoup. Et il y avait, par exemple, parmi ses préceptes, l'art de la guerre, c'est soumettre l'ennemi sans combattre. Ça, c'est important. Et ça, si vous voulez, c'est pas du tout... il est parti sur l'idée qu'il pouvait gagner cette guerre en quelques temps. Ben non, ça le fait pas. Bon, alors, puis lui, si vous voulez, il n'est pas comme Poutine. Poutine, là, il se fait tenir la dragée haute par un petit pays, 4 fois moins peuplé que lui. Mais il a le temps pour lui, Poutine. Mais il a le temps pour lui, c'est une dictature, ça va très bien. L'autre, évidemment, Trump, il a ses midterms, ses élections de mi-mandat, avec quand même un renouvellement important du Sénat, la moitié du Sénat. Et un tiers de la Chambre des représentants. Non, c'est le contraire. C'est la moitié de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat en novembre. Et apparemment, il est parti pour les perdre. Donc il y a le temps qui compte contre lui, qui joue contre lui, contre Trump. Et puis surtout, il a eu le sentiment, parce que ça c'est l'hubris, évidemment, le narcissisme, enfin on connaît ça aussi en France avec Macron, mais qui fait qu'il a cru qu'avec la politique étrangère, il pourrait se rebecter. Et c'est pas comme ça. Aux États-Unis, vous savez bien, ils jugent sur la croissance, s'il n'y a pas de croissance. Bon, sur l'économie, sur le prix du baril de Brent. Oui, bien sûr, c'est ça qui compte. D'ailleurs, c'est vrai qu'il regarde les sondages, Trump, et il regarde aussi toujours les cours de bourse. Ça veut dire qu'il a intérêt à ressortir très vite de cette situation compliquée sur le plan militaire ou pas ? Ah oui, je pense. Je pense pas. Avant les élections de mi-terme, c'est vrai que c'est... Et ça, les Iraniens le savent. Et c'est le petit problème des négociations. C'est-à-dire qu'ils savent que plus c'est long, plus ça va être compliqué pour Trump. Pendant ce temps-là, le peuple iranien continue de souffrir. Et je le disais, être exécuté. C'est atroce. Ils sont les grands oubliés avec de cette guerre. Avec une gauche française, quand même, une partie de la gauche française qui soutient ce régime abject, l'un des régimes les plus abjects qu'on a eu depuis longtemps, qui a tué 30 à 40 000 personnes. Par quoi ? Par anti-trumpisme primaire ? Par antisémitisme aussi ? Par haine de soi, antisémitisme, haine de soi aussi. C'est très important, parce que la haine de soi, on le sent très bien dans ce pays comme dans l'Occident en général. Et elle nous fait faire beaucoup de bêtises. Et peut-être qu'elle va précipiter la chute. Quand vous dites la gauche, Franz-Olivier Gisbert, vous parlez de qui ? De quels hommes politiques, femmes politiques ? Gauche, l'extrême gauche, mais aussi la gauche. Parce que vous voyez très bien que l'autre gauche, la gauche Olivier Faure, disons, ce sont les bourgeois de Calais. Ils sont complices, ils suivent. Enfin, c'est pas du tout... Et puis derrière, c'est Mélenchon qui mène la danse, bien sûr. Et qui contrôle le cerveau d'un certain nombre de ces gens. Il y a aussi les pourparlers qui vont débuter demain entre Israël et le gouvernement libanais à Washington, sous l'égide des États-Unis. Israël veut un accord
accord de paix avec le Liban, un accord qui tiendrait pour des générations, dit Benjamin Netanyahou. Ce serait historique, mais la France a été laissée en dehors par Benjamin Netanyahou de cet accord. Que pèse encore notre pays dans cette région ? Pas grand-chose, mais on a aussi quand même, on a commis, c'est le président, c'est pas les Français, mais des erreurs terribles. C'est-à-dire, on n'a jamais parlé de l'Hezbollah. On découvre la présence du Hezbollah depuis quelque temps, mais souvenez-vous des premières déclarations sur le Liban. Le président de la République s'attaquait à la classe politique libanaise qui était corrompue, c'était à cause d'elle qu'il y avait tous ces problèmes. Il avait oublié l'éléphant dans la pièce, il n'avait pas vu que des gens en parlaient il y a 20 ans. Le Hezbollah, c'est vrai, c'est un pouvoir qui tient, c'est le pouvoir bis, et c'est le pouvoir, en fait, qui a tenu longtemps le Liban, et là, qui était en train de revenir après la guerre à Gaza. Mais on sait que le Liban est très cher à son cœur, qu'Emmanuel Macron s'est rendu à de multiples reprises. Mais attends, il est cher à nos cœurs. Attendez, on est tous un peu libanais. Moi, je suis libanais aussi. C'est un pays merveilleux. Et puis les Libanais sont tous merveilleux. Bon, la France, en tout cas, subit... Mais comme les Iraniens, attention, parce que c'est exactement la même chose. Et c'est les peuples qui, évidemment, sont importants. Ils sont quoi ? La France est frappée de plein fouet par cette crise énergétique. Les prix de l'essence, on en a beaucoup parlé. Le prix du gaz qui va augmenter. Est-ce qu'on est au bord de l'explosion sociale pour vous ou pas du tout, François-Olivier Gisbert ? Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Parce qu'on est résigné ? La France est résignée ? Oui, en ce moment, on est dans un... vous savez, d'abord, il y a des problèmes monumentaux. Je crois que les Français ont commencé à comprendre qu'il y a le problème de l'endettement, qui est quand même... sismique, hein, c'est plus de 3 500 milliards, dont plus d'un tiers imputable à Emmanuel Macron, qui a quand même beaucoup entêté ce pays. C'est une dette sociale, c'est pour payer le social, mais enfin, il n'a pas essayé de régler tous ces problèmes-là. Il y a évidemment le problème migratoire, parce qu'il laisse tout filer, c'est ça en fait ce qui se passe. C'est que le slogan de ce pouvoir, ça pourrait être, vous savez, silence on coule, ou... rien ne va plus, mais surtout on ne change rien. Voilà, c'est un peu comme ça, et ça continue avec un président de la République, un Premier ministre qui sont comme des acteurs, quoi. Ils font semblant, mais en fait ils ne prennent aucune décision, alors que... et ça, je pense que les Français le ressentent. Vous savez, il ne faut pas mépriser les Français. Et je pense qu'ils comprennent beaucoup plus de choses qu'on croit. Vous comparez ça au Titanic. Vous dites, en bas, dans les soutes, tout le monde coule. Au milieu, on fait comme si on ne comprenait rien. Et en haut, l'élite, là, tout va très bien. La musique et le champagne, on voyage, on voit le pape, on circule, on fait des émissions à la télé. Mais enfin bon, rien n'avance. Alors, et notre pays est quand même extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, le grand débat, c'est le 1er mai. Faut-il ou non travailler le 1er mai ? Vous décrivez ça dans ce livre, La France est-elle un pays communiste, en disant, mais en fait, à quel moment est-ce qu'on va comprendre qu'il faut créer des richesses dans ce pays et pas juste en prendre ? Là, vous avez dit le mot, c'est-à-dire que moi, ce livre, il est venu d'une colère, la colère que j'ai ressentie après le numéro de cirque qui a été fait par les deux Laurel et Hardy de l'économie marxiste, c'est-à-dire Thomas Piketty et Gabriel Zucman, et qui ont expliqué qu'en France, les Français payaient des impôts et que les riches n'en payaient pas. Les riches, en fait, c'était... Et ce discours a pris... Je m'en suis rendu compte, parce qu'en parlant, je parle beaucoup avec les gens, ce discours a pris, c'est-à-dire les riches ne payent pas d'impôts. Quand on pense quand même que 40% des Français ne payent pas d'impôts, mais ça personne ne l'a dit. Ils ont une espèce de tapis rouge partout. Dans tous les médias, de l'audiovisuel public. Jamais de contradicteur, alors qu'on a quand même des grands économistes en France. Philippe Aguillon, d'ailleurs qui est de gauche, prix Nobel remarquable. Jean Tirole, prix Nobel également. Jean-Marc Daniel, enfin je sais pas, il y a plein d'économistes. Nicolas Bavray, enfin on aurait pu avoir des économistes en face. Non, pas du tout. Ils étaient là tous seuls, ils ont déroulé leur truc. Et leur truc, c'est une honte. C'est-à-dire que 40% des Français ne paient pas d'impôts. 57% des Français sont bénéficiaires nets des prestations sociales. C'est-à-dire qu'ils reçoivent plus d'argent qu'on ne leur prélève. 57%. Donc, comment on peut expliquer ça ? Et toute l'idée, c'est ça, on voit très bien. C'est d'appauvrir. Puisque ils sont pas incultes, ils sont pas idiots. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils essayent presque à la limite. C'est une politique je dirais presque de terre brûlée, de faire fuir les grandes entreprises. Ces grandes entreprises qu'on taxe comme ça. Ces grandes entreprises, vous savez où elles font leurs bénéfices ? Elles le font à l'étranger. 90% des bénéfices de ces grosses boîtes, notamment dans le luxe, c'est à l'étranger. Et qu'est-ce qu'on veut ? On veut qu'elles partent. On veut qu'elles partent parce que les impôts, elles les payent ici. Enfin. Tout ça est absurde. Et le vrai sujet aujourd'hui, vous savez très bien, et c'est ça, la colère du livre, moi ça part vraiment d'une colère. C'est très vieux, c'est un vieux problème français. Hein, la phrase de
Georges Clemenceau, elle date quand même du début du siècle dernier, c'est la France est un pays très fertile, on plante des fonctionnaires, ils poussent des impôts. Bon, et c'est vrai qu'on a 45% de prélèvements obligatoires. Et puis quand je dis on est un pays communiste, vous savez que c'est Mikhail Gorbatchev, c'est lui qui a trouvé cette formule géniale que la France est le seul pays où le communisme a réussi. C'est une blague qu'il a faite, mais c'est... Pour vous, c'est la réalité ? La France est un pays communiste, François-Olivier Gisbert ? C'est un problème de mentalité. D'accord. C'est un problème de mentalité. On n'a pas compris dans ce pays, regardez, vous avez des amis de l'étranger, quand ils viennent ici, ils ne comprennent pas. Mais parce que ça commence dès l'école. C'est-à-dire, on apprend que le capitalisme, c'est le mal. L'entreprise, le libéralisme, c'est mal. Et, je veux dire, c'est le pitch un peu du bouquin, c'est ne dites surtout pas à la France qu'elle est un pays communiste. Elle croit qu'elle vit dans l'enfer du néolibéralisme ou de l'ultralibéralisme. C'est dément. C'est dément. Comment on peut être un pays libéral ou ultralibéral ou néolibéral quand on a 57% de dépenses publiques, c'est-à-dire que qui passe par l'État. Donc, alors je ne dis pas qu'on est un pays communiste dans la mesure où il n'y a pas de goulag en France, il n'y a pas de police politique, il n'y a pas de GPU, il n'y a pas, voilà, il y a pas tous ces morts qu'il y a eu, enfin les 100 millions de morts du communisme. Hein, on est très loin de tout ça. C'est un système, c'est un communisme mou, mais on vit là-dedans. Et je veux dire, c'est frappant de voir à quel point c'est ancré dans nos mentalités, et ça explique d'ailleurs cette espèce de polémique idiote sur le 1er mai, parce qu'il ne s'agit pas de supprimer... On se prend la tête pour savoir si les fleuristes et les boulangers pourront travailler une journée. Les boulangers et les fleuristes, c'est normal, parce que de toute façon, sinon il y en a dans la rue, il y a des gens qui vendent des croissants, ou des... Enfin, voilà, c'est absurde, on peut... Enfin, quand vous voyez les amendes de 80 000 euros pour des boulangers parce qu'ils sont restés ouverts le matin du 1er mai. Enfin, tout ça. Ça résume le paradoxe français. Ben oui, c'est la bureaucratie. Il y en a qui a compris qu'on était au fond un pays communiste. Vous dites, c'est Jean-Luc Mélenchon. Vous dites qu'il ne faut surtout pas le sous-estimer. Vous dites qu'il peut arriver au second tour de la présidentielle de 2027 et qu'il est le politicien le plus doué sur le marché. Expliquez-nous, François-Olivier Gisbert. Parce qu'il y a une stratégie à long terme. On voit très bien. Et il engrange, il avance. Et puis, il se fiche pas mal des petites polémiques. À la limite, il les crée d'ailleurs, un peu à la façon de Trump, parce que plus il est attaqué par les médias, qui n'ont pas une grosse cote en France, il suffit de regarder les sondages. Meilleur c'est pour lui, hein, c'est une vieille technique. Et en fait, sa stratégie, c'est très simple, c'est-à-dire qu'il a un noyau dur sur lequel il travaille. Moi, j'ai entendu ça, les grands... 15% à peu près de l'électorat. Mitterrand, Chirac, ils disaient toujours qu'il faut 15%, et après on agglomère. Il faut 15%. Les 15%, il les a. Et c'est les islamo-gauchistes, ce sont les enfants gâtés, vous savez, tous ces gens... Les bogos, vous les appelez les bogos. Oui, souvent qui sont un peu des ratés, bourgeois de gauche, qui ont du fric et qui en veulent à la terre entière parce que finalement, ils ont fait des études à la con et qui n'ont pas de travail vraiment intéressant. Et il y a une sorte d'aigreur et de ressentiment. Ils jouent là-dessus, quoi. Ils jouent sur les ressentiments, ils jouent sur l'islamisme, et puis il agglomère tout ça. Et puis le jour venu, vous verrez, il va tendre la main à la droite, aux patriotes, voilà, aux souverainistes. Enfin, il va faire peut-être un petit numéro avec Dominique Villepin, et puis on va emballer tout ça. Donc c'est un véritable danger, vous dites, pour la France. Ah ben bien sûr, oui, bien sûr. Je pense que non, mais l'idée, vous savez, c'est étrange. Les médias n'apprennent jamais. C'est-à-dire, ils expliquent toujours Mélenchon, c'est fini. Vous avez des grands papiers, des livres d'ailleurs qui expliquent que c'est fini régulièrement. Mais non, ça tient toujours. Ouais. Ça marche parce que il sait où il va. C'est-à-dire qu'il construit, il a son bloc, et après, vous verrez, il va essayer de développer. Et ça peut marcher. Alors, je ne dis pas qu'il peut gagner la présidentielle. Non, mais il peut être au second tour. Mais il peut être au second tour, et là, peut-être construire quelque chose pour après. Vous voyez, parce que après le second tour, vous savez bien, hein, quand on a un peu d'expérience, il y a un troisième, il y a un quatrième tour. Il peut être dans la rue. Hein. Oui, ça peut aller dans la rue, on ne sait pas. Enfin bref, voilà. Donc l'histoire n'est pas finie. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a en face ? Qui peut s'opposer à lui ? On évoque beaucoup Édouard Philippe. Non, mais ça c'est une blague, Édouard Philippe. Ah, c'est une blague, carrément. Bien sûr. Mais non, mais c'est-à-dire... Pourquoi ? J'ai traité un jour d'ectoplasme, mais parce que c'est quelqu'un, il faut bien voir la politique qu'il a fait. Un jour, quand il sera confronté, par exemple, dans les débats, mais pourquoi il a arrêté le nucléaire ? Je ne comprends pas. Il était avec Macron ? Non, mais attendez, il essaie de faire oublier tout ça, mais il fait partie des gens qui ont commis, comment dire, un acte terrible contre la France en décidant, en 2017, d'arrêter le nucléaire pour qu'on perd aux écologistes.
Donc, si vous voulez, tout ça, il faudra qu'il réponde à tout ça. Alors bon, moi je dirais, j'ai rien contre lui a priori comme ça, mais si vous voulez, c'est pas très sérieux. C'est-à-dire, il faudrait qu'il fasse une sorte d'examen de conscience, quoi. Un Ce droit qu'il n'a pas d'inventaire. fait, parce que il peut dire oui, il aime plus Macron, parce qu'évidemment, il va pas mettre l'étiquette Macron, le petit chapeau, les petits oriflammes Macron pour se faire élire président de la République. Ça, il a compris, ça le fera pas. Mais il pourrait aussi faire son examen de conscience. Il y a aussi la droite qui est divisée comme jamais. François-Olivier Gisbert, la machine à perdre est enclenchée pour vous, à droite? Bah oui, c'est très compliqué parce que il y a déjà la candidature d'Édouard Philippe, il y a Bruno Retailleau, il y a Gabriel Attal, Gabriel Attal, il y a David Lisnard. Je sais pas, il y a quelque chose qui cloche là. Il faudra qu'ils se mettent d'accord. Donc, l'idée d'une primaire n'est pas si sotte, qui pourrait être remportée par quelqu'un. ça serait la solution, vous pensez? Ouais. Oui, je pense que c'est une bonne solution. C'est une bonne solution parce que l'idée, mais d'avoir vraiment une règle entre eux, c'est-à-dire que il faut que les sondages, en octobre, disons, à ce moment-là, décident. Mais vous savez, à ce moment-là, je pense qu'il y aura toujours quelqu'un qui pensera, mais non, je vais le faire quand même, ça va passer quand même. Parce que, et en plus, si vous voulez, le problème d'ailleurs, c'est le problème pour Édouard Philippe, c'est que quand on est en tête un an avant, il y a très peu de C'est jamais chances bon que ça signe, marche. effectivement. De regarder Balladur, regarder Jospin, enfin on peut citer Juppé, etc. et compagnie. Et il y a le Rassemblement national, évidemment, Jordan Bardella ou Marine Le Pen, ce sera les juges qui décideront. Est-ce qu'ils sont en capacité, encore une fois, non, évidemment d'être au premier tour, mais éventuellement de remporter la présidentielle? Pour vous, François-Olivier Gisbert? Oui, je pense. Oui, Ouais. oui, je pense notamment, d'ailleurs, si c'est Mélenchon. Si la droite avait un candidat type Philippe, je suis pas sûr que Philippe passerait, vous voyez. Mais peut-être s'il avait Ils quelqu'un... sont à touche-touche dans les sondages. Oui, ils sont à touche-touche, mais... Les sondages se trompent. Bruno Retailleau, David Lisnard, Robert Ménard, voilà, c'est des personnages qui pourraient jouer un rôle... Oui, Bon, je pense d'accord. qu'ils pourraient l'emporter. Ouais. En tout cas, dans ce livre, La France est-elle un pays communiste? Vous parlez du travail, le travail se meurt, c'est l'agonie de la valeur travail. Vous parlez du modèle social, de la bureaucratie. Tué par la gauche, attention. Oui, mais c'est aidé par la quand même droite, et pas contré par la droite. Oh, la droite a laissé faire, bien sûr. Sur les 35 heures, la droite a été très lâche. Bien sûr, parce elle que les a jamais abrogés. C'est un point très important, les 35 heures. C'est quand même quelque chose. C'est à partir de là. Puis après, c'est ajouter le télétravail. Enfin. Et voilà, ce qu'on appelle à Marseille le télépastis, c'est vraiment ça d'ailleurs, c'est le télépastis, c'est pas le télétravail, parce que quand c'est les employés municipaux qui sont en télétravail, je sais pas très bien qu'est-ce que Bien c'est. sûr. Vous parlez du droit à la quand on est paresse, employé municipal. de l'absentéisme au travail, qui est devenu un sport national, dites-vous. Oui, mais on n'est pas un peuple de flemmards quand même. C'est pas du tout ce que je dis. Enfin, on a un peuple avec un énorme potentiel. Mais bon, vous avez bien vu que ces dernières années, l'absentéisme, on a 2 fois plus d'absentéisme, Que la Grande-Bretagne ou qu'en les Grande-Bretagne États-Unis. ou qu'aux États-Unis. Ça pose un problème quand même, non? Ça vous interroge pas quelque part? Alors, il paraît que c'est la souffrance au travail. Moi, je veux bien, j'entends toujours ces trucs. Souffrance, tout le monde se plaint. Non, mais je crois que... moi, je viens d'un monde, le monde d'avant, le XXe siècle, où le monde était ouvert. Enfin, on avait l'impression que le monde nous appartenait et qu'on savait, qu'on pensait qu'on gagnerait par le travail. Et je crois qu'il faut revenir à cette philosophie-là. Mais qui porte ces idées-là aujourd'hui? Il y en a. Parce qu'on a beaucoup de candidats. Il y a une très bonne formule de Guillaume Gasparian, je vois, qui est pas candidat, mais qui crée un parti qui s'appelle le Parti de la Liberté, et qui a dit on a beaucoup de candidats, mais on n'a pas beaucoup d'idées. Enfin, en tout cas, c'est vrai pour le bloc central. Et je crois que, oui, ce qu'il faut, c'est il y a des gens comme lui, David Lisnard aussi, Retailleau, mais il faut travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut... Travailler son travail. Mais non, mais c'est-à-dire il faut penser à créer de la richesse. Et pas seulement la ponctionner. Le gros problème, au lieu de chercher toujours d'accuser des gens ailleurs, regardez, truc très simple. C'est un chiffre qui parle tellement. C'est dans le bouquin de Jacques de la Rosière, le déclin français est-il réversible? Donc c'est vraiment hyper sérieux. Jacques de la Rosière, ancien patron du FMI, de la Banque de France, etc. Bon, c'est 60% des emplois industriels, des groupes industriels français se sont délocalisés à l'étranger au cours des dernières décennies. 60%. Plus de 60%. Terrible. Un peu plus de 60%. En Allemagne, vous franchissez là, 20% seulement. Donc, 20%. comment faire revenir ces entreprises? Oui, c'est la fiscalité. C'est-à-dire, la fiscalité est telle sur les entreprises en France, notamment les impôts sur la production, etc. Ils n'ont pas le choix, les entreprises n'ont pas le choix, elles partent. Et en Allemagne, elles ont pu rester. Bon, l'Allemagne aujourd'hui a des problèmes grâce à Merkel, qui a
enfin à cause de Merkel Oui. plutôt, qui a C'était de notamment l'humour. arrêté le nucléaire. Oui, c'était une mauvaise blague, mais bon, qui a fait la politique, que Macron a essayé de faire après, mais qui a mis vraiment l'Allemagne dans le mur. Mais l'Allemagne a tenu. Et si vous voulez, ça explique une chose très simple, c'est que si on en est là, c'est pas la faute à l'Europe, c'est pas la faute à la mondialisation, c'est la faute à nous-mêmes, C'est notre faute. à notre lâcheté, en pensant que voilà, on a comment dire, des dépenses sociales qui augmentent sans arrêt, exponentielles. On emprunte, on ne s'interroge pas sur comment on peut payer tout ça, et on continue à avancer et on taxe de plus en plus Et on les va dans le entreprises. Évidemment qu'on va dans le mur. Mais ça, et je crois que les Français l'ont compris, d'où l'espèce de tristesse que vous sentez aujourd'hui dans le pays. Vous voyez bien qu'il y a une espèce de... Il n'y a pas seulement une angoisse. Merci François-Olivier Gisbert. Je recommande votre petit livre rouge, évidemment, le petit livre « La France est-elle un pays communiste ?» Petit livre rouge, oui, c'est ça. Question ouverte. Merci à vous d'être venu ce matin dans la matinale de CNews et Europe 1. Bonne journée.